L'actualité en République démocratique du Congo reste marquée par cette histoire de Codeco et Mai Mai, ces groupes armés locaux qui opèrent l'un Mai Mai au niveau de la province d'Imaniema, l'autre au niveau de la province de l'Ituri. Il s'agit respectivement de groupes armés Mai Mai et Codeco qu'on a vu sur des images qui circulent sur les réseaux sociaux en train de fouetter nos jeunes sœurs et nos mamans qui portent des culottes ou des jupes courtes d'après eux. C'est là où on foncerait le maire, c'est ce qu'il estime n'est pas être bon, mais nous sommes dans un pays où les libertés des uns et des autres sont autorisées. Où sont passés les pouvoirs publics pour pouvoir rétablir l'autorité de l'État dans ces parties de la République démocratique du Congo? L'État devient de plus en plus non seulement absent, mais inexistant complètement dans certaines entités de la République démocratique du Congo. C'est le cas de le dire au niveau d'une partie d'Imaniema, tout comme une partie de la province de l'Ituri. L'actualité, c'est aussi l'arrestation du conseiller privé du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis bientôt quelques jours. Le conseiller privé Bifor, Fortuna Bifor Bisilele, est détenu à la prison centrale de Makala après avoir passé du beau ou du mauvais séjour au niveau de l'année, transféré au parquet la même nuit. L'homme a été acheminé au niveau de la prison centrale de Makala où il y passe ce jour. Quid? Les dessous des cartes de cette arrestation et de cette détention. Est-ce qu'on peut, la justice a compétence d'attendre le conseiller privé du chef de l'État? Qu'est-ce qui va se passer si l'homme, l'ex-homme de confiance de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo refusait de s'exprimer sur des dossiers qu'il va estimer sensibles? On en a connu aussi précédemment avec Kalev Moutonde qui décidément avait refusé de coopérer avec la justice sous prétexte qu'il ne peut pas s'exprimer et qu'il était seulement redevable vis-à-vis du président de la République. Même chose aussi pour François Béat, qui a été accusé dans un dossier d'atteinte à la sûreté de l'État, collaboration avec les forces obscures. Lui aussi avait refusé de s'exprimer sur certains points qu'il estimait sensibles et qui étaient réservés au seul président de la République. Va-t-on assister au même feuilleton avec Bifor Bisilele? On n'en est pas loin, en tout cas. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ça sera classé sans suite, comme on en a vu avec les autres. Et quel est le rôle de la justice vis-à-vis de ces gens qu'on présente comme des conseillers privés du chef de l'État? Existe-t-il dans une république des hommes qui soient au-dessus des institutions, surtout au-dessus du pouvoir judiciaire? Un juriste, pas le moindre, est venu nous éclairer sur cette question sans pourtant aussi violer les principes de secret d'État, s'il en existe encore certains. Prorogation des opérations d'identification et des enrôlements dans la première ère opérationnelle. Sur les 18 millions d'électeurs attendus, la CENI n'a pu enrôler que 7 millions, soit 37%, en dessous de la moyenne. Donc c'est un échec total. Ce n'est même pas les 50% de ce que la CENI espérait avoir comme résultat dans cette première ère opérationnelle. Est-ce que cette prorogation aura des conséquences sur le délai des élections au cas où cela serait possible? Quelles pourraient être cette fois-là les attitudes des uns et des autres par rapport à ce qui pourrait s'apparenter à un glissement qui conduirait à un dialogue? Qu'est-ce qui va se passer finalement? En étant dos au mur face à cette réalité, est-ce qu'il y a encore possibilité d'espérer les élections à la date prévue, non seulement par la loi fondamentale, mais aussi par le calendrier rendu public par les bureaux Denis Karim? Voilà les menus globalement de l'actualité de ce jour. Nous recevons Lélo, notre compatriote qui n'est plus à présenter. Il s'agit de Maître Jonathan Ngwele. Je rappelle, Maître Jonathan Ngwele est leader et initiateur du Parti politique pour l'amour du Congo, PAC. Il est communicateur,
il est cadre au niveau de la coalition La Mouka. Je ne sais pas si c'est dirigé encore par le présidium constitué de Martin Fayoulou et d'Adolphe Mouzitou. Tout ça, c'est dans cette émission. Madame, Monsieur, bienvenue. Maître Jonathan Ngueli, bonjour. Bonjour, cher Patrick. Tous mes vœux le meilleur à vous pour cette nouvelle année, ainsi qu'à la grande équipe de Patrick Local à TV et à nos nombreux téléspectateurs, auditeurs et abonnés qui nécessitent de nous appeler pour dire Monsieur Jonathan, qu'est-ce qui se passe? Patrick Local à TV vous invite plus ou On bien... ne vous voit plus, hein? En tout cas, je suis là, j'attends l'invitation. Je sais que les charges sont devenues accrues, les déplacements à tout moment, mais nous sommes là. Un peu de déplacement. Bon, vous aussi, il faut dire que vous êtes dans un procès interminable. Voilà, j'ai dit à tout moment parce que nous croyons que ça deviendra fréquent en fait. Parce que au fur et à mesure que les responsabilités de l'État nous appellent, il faut descendre. Très bien. Là, on va vous voir peut-être là-bas, aller nous dénicher un peu les incompétents qu'il y a là-bas parce que tout le monde vante le travail bien fait alors que les appels que nous recevons notent qu'il y a autre chose. Il faut descendre dans le Congo central par exemple, voir également ce que d'autres incompétents font là-bas. Il faut descendre dans le Maniema, voir ce que d'autres incompétents font là-bas. Et je pense que vous serez à même de mieux faire ce travail-là. Très bien, Maître Jonathan. Comment va partir de Tamboula-Ndegeni? Le PAC va très bien, le PAC va très bien, le président Martin va aussi très bien, le président Adolphe également. Vous savez que nous sommes dans la coalition porteur de la victoire de la population congolaise en 2018. C'est la fameuse victoire. Hein? Voilà, et nous nous préparons également à aller vers notre peuple pour demander notre réélection parce que le peuple a encore besoin de nous, le peuple a encore besoin de voir notre programme être mis en œuvre pour son bonheur, pour son développement. Donc le parti va très bien, nous sommes en train de nous préparer également pour bien évidemment battre campagne et obtenir la réélection du président Martin. Très bien, battre campagne, obtenir la réélection du président Martin, c'est-à-dire que vous ne comptez pas sur la candidature d'Adolphe Mouzitou. Vous savez, la Mouka, c'est la plateforme politique la plus structurée qui puisse être en tout cas. Nous avons une charte alors que l'Union sacrée n'en a pas. Nous avons une coordination alors que l'Union sacrée n'en a pas. Donc, les ambitions peuvent être exprimées. Et le moment venu, le président va se réunir pour décider de quel sera le programme le plus potable. Parce que nous, là-bas, nous ne parlerons pas des termes de roi soleil, non. Il n'y a pas de roi soleil. Voilà, nous parlons de programme. Si longtemps que la population congolaise adhérera à un programme, nous allons porter ce programme-là. Si longtemps que la population congolaise adhérera à une idéologie qui portera en elle les espoirs pour un Congo. Et tout un peuple. Voilà, nous allons soutenir ces combats-là. Très bien. Aujourd'hui, le congrès de parti Engagement Citoyen pour le Développement, parti cher au président Martin, s'était tenu à Kisangani. Ils ont décidé de lui porter comme candidat. Nous avons accepté cela. Si Nouvel Élan s'est réuni également, décide de porter le premier comme candidat, nous allons également recevoir cette candidature-là. Le premier Adolphe Mouzitou. Voilà, si la DISOC s'est réunissait également, décider de porter un candidat, nous allons le faire. Si les partis du président Bola Bob décidaient également de porter un candidat, nous allons le faire. Si le mouvement du président Kikouni décidait également, c'est Kikouni. Parce que nous pensons que l'idéal aujourd'hui n'est pas de personne, mais c'est une vision, un programme, un combat. Parce que les hommes, on peut passer, les hommes, on peut bien évidemment faire notre temps, mais les idéaux vont rester, le programme va rester. Nous, au PAC, nous avons réduit nos ambitions en fait. Nous n'ambitionnons pas la présidence. Nous avons pensé nous projeter avec nos candidats au niveau législatif et c'est ce que nous allons faire. Très bien. Est-ce que tout va mieux maintenant entre Adolphe Mouzitou et le président Martin Fayoulou? Vous savez, il n'y a jamais eu de discorde en fait. Il y a eu des erreurs. Il y a eu des pics. Voilà, des erreurs de compréhension. Parce que moi, je l'ai toujours dit. Vous restez toujours au milieu, hein? Non, non, même pas ça. Tous ces pics que nous avons vécus, je responsabilise les communicants SID et les communicants Nouvel Élan. Pourquoi? Parce qu'une formation sérieuse, lorsqu'il y a des pics ou lorsqu'il y a des revendications à faire, on ne les fait pas à la télé. Pas sur la place publique. Voilà, je suis cadre de la Mouka. Ça ne veut pas dire que tout ce qui se passe dans la Mouka, j'agrée. Mais jamais vous lirez un papier de moi sur la Mouka. Jamais vous entendrez une opinion de moi sur la Mouka en mal. Parce que je pense que pour vendre en bien ce que nous allons ou ce que nous espérons apporter dans la population, il faut d'abord savoir garder sa retenue. Le président Adolphe a une adresse connue.
Le Nouvelle est là une adresse connue. Et SIDE également, s'il y a des échanges, allez-y vous rencontrer. Au niveau interne, voilà. Dans chaque plateforme, il ne manque pas de divergence. Voilà, beaucoup pensaient qu'on n'allait pas avoir cet échange-là. Mais l'échange est venu, la passation civilisée a eu lieu entre nos deux secrétaires généraux parce que le président était tous en déplacement. Le premier Adolphe était allé compatir avec nos compatriotes qui souffrent en Kwamoutou. Voilà. Et le président Martin était en tournée héros-américaine. Donc moi, je pense que le mieux à faire maintenant, là, et c'est ce que j'ai toujours dit, si quelqu'un pense que tel ou tel ne le plaît pas, s'il ne faut pas prendre une décision courageuse pour annoncer, il faut peut-être chercher à voir la personne pour échanger. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a jamais eu de divergence. Il y a eu plutôt des petites erreurs de communication orchestrées et organisées par les communicants des deux partis. Oui, même si à un moment donné, Mouzito s'était exprimé, le président Mouzito s'était exprimé sur la vérité des urnes, que même Martin Fayulu lui-même n'y croit plus à cette vérité des urnes. Je ne crois pas que la vérité soit ce que vous dites seulement sur les communicants. Il n'a pas dit que ça. Lui, il avait pris position. Bon, il n'a pas dit que ça. Ouais. Et moi, je pouvais bien gêner Martin Fayulu Moi, aussi. je pose la question, est-ce que vous avez déjà vu le président Martin répondre à cette communication? Non, pas du tout. Vous ne le verrez jamais. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes de ceux qui pensons que le peuple devait nous juger en lieu place de nous-mêmes. Le peuple aujourd'hui sait ce qu'il veut et comment l'obtenir. Et aujourd'hui, penser ou dire ce que l'autre pense en public ne fait pas beaucoup plus crédit que s'il lui-même le dit. Le premier Adolphe, avec qui j'ai beaucoup de respect, il s'est exprimé, voilà, oui, sur la question. Il est dans son droit de s'exprimer. Il est dans son droit de dire haut et fort ce qu'il pense. Déjà, il faut dire que parmi ceux qui réfléchissent au terme population, il est le plus prolifique. Il a des propositions que beaucoup n'égaleront jamais, même la gouvernance actuelle. Mais je pense que la question de conviction, c'est la question de la personne d'abord. Je l'ai toujours dit, il n'y a pas un politicien qui est plus sollicité actuellement que le président Martin. C'est vrai? Je vous l'ai dit. Sur base de quoi vous déclarez ça? Voilà. La gouvernance handicap qui nous gouverne aujourd'hui pense que s'ils ont le président Martin dans leur rang, c'est fini, on ne parlera plus d'élection dans ces pays. Et qu'est-ce que le président Martin donne comme répondant? J'aime mon peuple et je reste du côté de mon peuple. Beaucoup ont traversé. Vous avez vu le plus jouisseur de tous, ils sont partis. Les MLC aujourd'hui, ils incarnent encore le combat pour le peuple. Moussa Nyamousse aujourd'hui incarne encore le combat pour le peuple. Et les derniers de tous, Moïse Katumbi, il est où aujourd'hui? Il a rejoint le camp du pouvoir et il a compris que là, n'avait pas le peuple. Il a rejoint le camp du pouvoir? Mais il fut dans l'Union sacrée il y a quelques mois. Et maintenant, il a décidé de quitter. Pourquoi? Parce qu'il a compris que dans l'Union sacrée, le peuple n'a pas sa place. Là, c'est les ventres d'abord, c'est la famille d'abord, c'est les clans d'abord, c'est les enfants d'abord. Donc aujourd'hui, aussi longtemps que le peuple congolais trouvera sa partition, le président Martin demeurera et la Mouka sera là. Très bien, merci beaucoup. On ferme cette page. On ne va pas faire une fixation sur une affaire qui n'en est pas. Non, ce n'est pas une fixation. Il faut éclairer l'opinion. C'est très souvent, je suis compris par les membres de la Mouka. Lorsque je pose des questions pour que tout le monde soit éclairé, on pense que je suis en train de détruire la Mouka. Non, beaucoup pensent également qu'il y a une division. Moi, j'ai dit non. Il faut en parler pour que les gens comprennent. Bientôt là, le président Martin accomplira ces 6 mois. Il y aura une passation pour que le président Adolphe récupère. Il y aura une passation de pouvoir. Vous allez comprendre qu'en réalité, là où on trouve l'ordre, là où on trouve les respects de personnes, c'est dans la Mouka. Et ça, nous ne sommes pas prêts à les laisser partir. Parce que la Mouka, c'est en fait l'avenir de toute une nation. En fait. Et si aujourd'hui, on gère mal cet enfant qui est l'avenir de toute une nation, nous risquons de plairer. Et nos plairs vont prendre beaucoup de temps. Voilà pourquoi nous refusons, nous, de tuer notre enfant. Nous refusons, nous, d'asphyxier notre enfant. Nous voulons le voir vivre et vivre pour longtemps. Et ça, nos leaders en sont informés. Et je le dis toujours, le leadership est fait au fil du temps et de personnes. Aujourd'hui, nous avons le leadership Martin Fayulu. Il y a 60 ans, on parlait du leadership de Lumumba. Il y a 60 ans, on parlait du pouvoir de Mobutu. Il y a 60 ans, on parlait du pouvoir Kasavubu. Mais aujourd'hui, le leadership a changé de camp. Les leaders que nous avons aujourd'hui, nos modèles, nos repères, demain, ils pourront ne plus être là. Nous devons nous porter ces combats-là. Et si aujourd'hui, nous devons retenir de nos leaders que ce sont des leaders circonstanciels, que ce sont des leaders, comment je peux dire, fonctionnels. Qu'est-ce que nous retenons d'eux? Il faudrait que nous ayons des leaders constants. Merci beaucoup, M. Jonathan Ngwele. Merci beaucoup, M. Jonathan Ngwele. Voilà, la situation est claire. Je crois que
on ne peut pas laisser la place à la polémique pour affaiblir la coalition Lamouka, mais nous posons quand même des questions pour que nous soyons éclairés et que vous aussi vous soyez éclairés pour qu'il n'y ait plus jamais de zone d'ombre autour d'une certaine crise qui existerait entre les deux leaders de la coalition Lamouka. Tout va bien d'après Maître Jonathan Ngwele. Arrestation du conseiller privé du chef de l'État, Bifor Bisilele, est parti de l'ANER au parquet, du parquet au niveau de la prison centrale de Makala, où il se trouve présentement. Il n'a pas été totalement entendu. La grande question qui se pose maintenant, l'actualité a évolué, Maître Jonathan Ngwele, comment les choses vont se passer lorsque la justice veut quand même entendre ou juger un conseiller privé? La question est complexe. Vous êtes en même temps politique, mais aussi juriste. Comment les choses vont se passer? Vous connaissez qu'il y a de secrets d'État. Il est détenteur. Je suis convaincu qu'il est détenteur des secrets d'État. Mais entre-temps, il est accusé dans une affaire d'espionnage, d'atteinte à la sûreté de l'État et de collaboration avec les forces obscures. Comment la justice va se pencher sur la question pour que le Congolais sache qu'est-ce qui se passe autour du président par rapport à son conseiller privé? J'aimerais autant vous dire que déjà je suis déçu de mon appareil judiciaire. Tu es déçu? Oui, parce que... À quel niveau êtes-vous déçu? Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui l'on parle justice et qu'on retrouve des gens qui totalisent une année sans être devant un juge. Une année sans être jugé? Vous allez vous rappeler que M. Béa a été arrêté au mois de janvier de l'année écoulée. Et nous sommes au mois de janvier. François totalise une année sans être jugé. Vous allez vous rappeler que Momo Molapo, l'apôtre, aujourd'hui totalise une année à peu près sans être jugé. Et s'il faudrait que l'on continue sur cet élan-là, il y en a plusieurs. Je vous prends les cas Kitenga avec plus de 6 mois maintenant, sans être jugé également. Selon Nico Faye, Jimmy Kitenga a été jugé et condamné. par la volonté de 2 ou 3 personnes. Parce que si un jugement est rendu, nous savons qu'il y a eu un prononcé. Et la personne est notifiée de ces jugements-là. Mais aussi longtemps que Kitenga n'a pas son jugement à main, il n'a pas été notifié d'une quelconque condamnation, on dit qu'il n'a jamais été condamné. Revenons au cas Bifor ou Biselele, comme certains veulent bien l'appeler. Il s'agit là d'une déception. Redressez-vous un peu, hein, voilà. Vous êtes penché d'un côté. Il s'agit là d'une déception dans la famille, en fait. Une déception dans la famille. Quelle famille? De quelle famille s'agit-il? Vous allez vous rappeler que M. Bifor fait partie de ceux qui ont travaillé dans les renseignements. Et pas n'importe lesquels, les renseignements d'un mouvement rebelle qu'on appelle les RCD avec Robert. Et il a même, grâce à sa partition jouée, récompensé après pour être nommé PCA d'une entreprise au Congo. Je crois Interfina, des trucs comme ça. Bifor. Et comme membre et qui gérait les questions de renseignement dans ce mouvement rebelle, il a eu à avoir des missions. Et ces missions-là lui ont permis de rencontrer de personnalités. Et d'entre eux, on cite Etienne Tshisekedi Mulumba, père son âme, les Sphinx. Il a rencontré les Sphinx de l'humanité. Voilà. Sur demande de ce mouvement rebelle qu'on appelait les RCD. Et après cette rencontre, qui a produit des fruits, parce que lorsque le RCD lui a envoyé, c'était en tenant compte de son appartenance linguistique. On dit qu'il est du Grand Kassai, si on l'envoie chez Étienne, qui est du Kassai, il va les recevoir aussi. Chose faite. Et à partir de ces moments-là, s'est nouée cette proximité avec l'UDPS. Il faut déjà dire aux Congolais que les Sphinx de l'UMT a revu les troupes de RCD à Goma. Sous tapis rouge. Sous tapis rouge. Sous tapis rouge. Vous voulez dire que Papa Étienne Tshisekedi avait passé en revue les troupes de RCD. Tapis rouge. Et là, les Congolais pourront déjà comprendre ce qu'il en était. Nous rentrons encore en arrière. Avant la genèse de ce pouvoir, je cite les références ici. Vital Kamerhe et son épouse, M. Tshisekedi et son épouse, se sont retrouvés chez Bifor.
pour parler et discuter de ce qui serait des élections demain. Ils ont mangé, ils ont bu. Cette personne qui est proche, troisième étape, before devant Alain Foka, vous dit que j'ai été plusieurs fois au Rwanda. Il faut toujours ajouter before Biselele. Bon, c'est comme ça qu'on l'appelle. Hein. Plusieurs fois envoyé au Rwanda par M. Tshisekedi. Il l'a dit lui-même. Et vous allez noter que de tous ces déplacements, il y a eu du répondant. Les Rwandais ont accepté de nous offrir une cité à 30 millions de $. On a rejeté l'offre. Voilà. Les Rwandais s'est proposé et a obtenu l'acquisition du quartier général de Rwanda à Goma. Chose acceptée, là, on n'a pas rejeté. Hein. Mais après, on a fermé. J'arrive. Très bien. Le Rwanda a obtenu de son entreprise les raffinages de l'or de Sakima. Ça, on n'a pas annulé non plus. On a suspendu. On a suspendu. Voilà. Quatrièmement, les Rwandais s'est battu pour permettre ou pour accepter que leur fils, qu'on appelle Kagame, puisse venir plairer un de nos leaders emblématiques, qu'on appelle Etienne Tshisekedi. Alors que Mouzitou, Fayoulou, n'avait pas le droit d'arriver au stade. Non, mais non, ils n'ont pas répondu à l'invitation du protocole d'État. Non. Vous voyez Martin Fayoulou venir là où les sanguinaires de Kagame. Alors, il ne faut pas dire qu'on lui a refusé de venir. Est-ce qu'on pouvait accepter de nous mettre ensemble? Est-ce que les Congolais pouvaient avoir le droit de dire Yonanyobo et Kagame alors que Papa Sassou Nguesso est là? Est-ce qu'on pouvait imaginer ça? Mais tout ça a été rendu possible grâce à l'UVPS. Pire encore, nous avons nous offert des vaches lors du mariage de fils de... C'était des vaches privées, maître Jonathan. Non. Moi, c'était des vaches d'un privé. Laissez-moi évoluer dans ma pensée. Mais j'éclaire quand même l'opinion. Ma pensée. Bon, en fait, moi, je suis de ceux qui pensent vrai, en fait. Vital Kamerhe a offert 30 vaches. À qui? À la fille de Kagame qui s'est mariée. Non, ce n'était pas Kagame. C'était celui qui était chef d'état-major ici. Ah oui, je crois... comment il s'appelait encore le nom va venir. Voilà. Et aujourd'hui, il y a des papiers qui sont écrits pour dire que ce monsieur-là est plus proche de Before. Ce monsieur-là, c'est qui? L'ancien chef d'état-major. Et aujourd'hui, qui est, je crois, un des conseillers militaires de Kagame. Donc aujourd'hui, on note, moi je note, qu'il s'agit là d'un espion qu'on a volontairement installé au Congo. Et que l'on a donné des attributs de l'État. La fonction de conseiller privé. Et grâce à cette fonction-là, il a calmement et tranquillement opéré. Et lorsqu'il pensait que ces gens qui l'ont amené ici lui seront reconnaissants, il s'est permis de dire ce qu'il a dit sur nos minerais. Il faut déjà rappeler aux Congolais que cette émission-là date de plusieurs mois. Ah, je vous dis. L'émission de Fortuna Biselele avec Alain Foka date de plusieurs mois. Et ces émissions-là ont été tournées au Congo, d'après nos câbles. Donc, on a déplacé les Camerounais de Foka pour venir tourner ici. Et lorsqu'il finit, il vous remet la cassette, visualisez et permettez-moi de le publier. La preuve, c'est que vous entrez dans la chaîne YouTube d'Alain Foka, vous ne trouverez pas cette émission-là. On l'a supprimée? Non, ça n'a jamais été publié là-bas. Jamais. Pourquoi? Mais qui a fait fuiter l'extrait, qui a fait toller sur les réseaux sociaux? Là moi, je serai en incapacité de vous le prouver. Non, mais c'est pas Alain qui a diffusé d'après vos vocables. C'est pas lui. Donc, l'émission enregistrée ont été remis plutôt l'émission a été remise à... Voilà. Aux concernés, aux demandeurs. Visualisez et permettez-moi de publier. Il n'a jamais donné le go. En lieu place de visualiser et de donner les go, on saucissonne des extraits qu'on publie. Lui-même. Et de ces extraits-là, on voit l'extrait où Before dit que nous avons, nous, accepté du win-win. Nos minerais contre votre agenda ou votre carnet d'adresse. Et comme les Congolais aiment bien suivre ce qui tape aux premiers yeux la personne, on s'est limité là. Mais je ne vais pas vous dire le pire qui s'est passé à Davos. Qu'est-ce qui s'est passé à Davos? Le citoyen Antoine là a dit qu'il a proposé les mêmes deals à tous les États voisins.
Non, mais il a les compétences. C'est lui le premier citoyen. C'est lui qui gère l'État. Citez-moi l'usine ougandaise qui raffine l'or, le cobalt, l'uranium, le cuivre. Ou l'usine tanzanienne qui raffine l'or, le cobalt et tout ce qui vient avec. De tous nos États voisins, seul le Rwanda a une usine aujourd'hui. Et l'usine du Rwanda est moins plus équipée en matériel que l'usine sud-africaine de l'or. Parce que l'Afrique du Sud a une usine aussi. Est-ce qu'on ne devait pas, nous, ouvrir ces marchés-là, organiser cette véritable passation de marché? Peut-être que les Sud-Africains allaient gagner ces marchés-là. Vous comprenez qu'il y a un souci. Oui, il y a un souci. Mais revenez maintenant sur la question. Je reviens à Bifor. Comme toujours, moi j'aime bien planter les oui. Donc on comprend tous qu'en réalité, Bifor pensait que ces gens qui lui ont donné ces go-là pour l'émission n'allaient jamais les trahir. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe qui lui a dit que, ok, maintenant tu peux diffuser les extraits de l'émission. Bon, moi je ne sais pas dire ici qui a diffusé, qui n'a pas diffusé. Mais vous parlez de la trahison. Je ponde ma réflexion, voilà. Ouais. Pour plus de 20 ans d'amitié, ça il faut le dire. Aujourd'hui, Bifor a 51 ans. S'il faut rentrer 20 ans en arrière, parce que l'histoire de RCD, ça date de 20 ans maintenant. Donc il était dans les trentaines d'années, quand il a côtoyé les vieux Étienne. Et après, il se retrouve conseiller privé de son fils. Donc ça veut dire qu'ils ont noué pendant une vingtaine d'années. De relations. Soit avec les partis d'EPS, soit avec les proches du Sphinx. Et pour ces 20 ans d'années-là, une certaine confiance est née, une certaine franche collaboration est née, et l'amitié même. Voilà pourquoi, avant les élections, les citoyens Antoine, avec son équipe, se sont retrouvés chez Bifor à ma campagne. Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont planifié. C'est fait ça, j'ai la réalité. Donc aujourd'hui, voir que les tout-puissants du régime devaient être soit coffrés par ce régime, même Bifor ne voyait pas venir ça. Même lui-même ne voyait pas venir ça. Il n'imaginait pas. Il est étonné. Il n'imaginait pas. Oh là là. Pourquoi? Parce que beaucoup de ceux qui purgent en prison aujourd'hui sont là par son chef. Où est-ce que vous voulez en venir? Je vous donne un autre cas. Lorsque Anthony Blinken est venu ici, il a dit que dans le sillage du pouvoir, il y avait trop d'affairisme. Beaucoup d'affairisme. Voilà. La conséquence, M. Antoine demande à François Béat d'ouvrir le dossier sur ses proches. Il ouvre le dossier, il voit que dans le dossier Sicomine, les gars étaient cités, Bifor. Quelques semaines après, on coffre Béat. Comment expliquer ça? La personne qui enquête sur, et on le coffre. C'est soit pour dire que les dossiers ne doivent pas prospérer. Jusqu'à l'anéantir. Voilà. Il semblerait même que parmi les réactions qui ont été faites ou dites en prison, certains de ses détracteurs lui ont reproché ça. Tu m'as fait venir ici et tout. Il semblerait. Donc, il s'est retrouvé en prison aujourd'hui, c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas penser. Voilà. L'inimaginable est arrivé finalement à Bifor Bisselele. Mais lorsque je lis Karl Marx, il dit que le chef n'est en réalité responsable du choix de ses collaborateurs. Parce que lorsqu'il choisissait les responsabilités de Félix Tshisekedi dans tout ça. Lorsqu'il responsabilisait Bifor, plutôt, excusez-moi, il savait ce que ce monsieur était capable. Déjà parce qu'il venait d'un mouvement rebelle. C'est un peu comme les Bemba, les Moussa Niamousi, tous. C'est pourquoi moi je pense qu'il ne faut pas faire confiance à ces gens-là. Et aujourd'hui, il semblerait qu'on le poursuit pour haute trahison. On parle de, excusez-moi, atteinte à la sûreté de l'État, espionnage et collaboration avec les forces obscures. Ce sont les griefs qui seraient retenus contre Bifor. Toutes ces infractions-là, on les prend au conditionnel. J'ai dit qu'ils seraient. S'ils s'avéraient vrais, ne peuvent jamais être orchestrés par une seule personne. Jamais. À qui? Ils doivent être orchestrés par une bande. Une bande. Une association. Un réseau. Un réseau. Et je serais à l'aise, moi, que Mbelou me dise, en depuis de Bifor, j'ai arrêté 10 ventes. Mais ce sont des secrets d'État. Non, mais là, il s'agit des infractions bien identifiées. Et ces infractions-là, c'est commettre toujours... Mais c'est quand même une fois ce que vous dites, il ne peut pas être seul. Il y a un réseau qui tournait autour de ça. Voilà.
pour déstabiliser l'État. Et deuxièmement, Il faudrait que l'ANER nous dise voilà. qui sont les membres de ces réseaux, réseaux, voilà. qui travaillaient avec Bifor Bisselele. Cette émission est suivie. Allons encore plus loin. Voilà. Si aujourd'hui, l'on appréhende Bifor, c'est après combien d'années qu'il travaille comme conseiller privé? Plus de 3 ans. Conseiller privé. Si nous avons laissé cette personne qui collabore avec les forces obscures pendant 3 ans. À quel moment a-t-il commencé à coopérer, Voilà. collaborer avec les forces obscures? Qu'est-ce qui n'est déjà pas parti comme information? Quels étaient les degrés de nuisance? Voilà. On va encore plus loin. Moi, Il y a des choses à dire. Hein. C'était une erreur monumentale. De faire quoi? La communication en fait du pouvoir. Vous savez, Autour de quoi? Il y a quelques temps, Autour de quoi? La communication autour de quoi? J'arrive. Il y a Ouais. quelques temps, on nous a dit qu'on a arrêté les espions rwandais ici. Ok? Ouais. Qui On n'était- nous a dit que c'était la qui réalité. n'était qu'à 3. Oui, c'était la réalité. Vous pensez vraiment que ces gens-là vont travailler dans l'espionnage avec 3 personnes? Ils travaillent en réseau. En réseau. Mais pour nous bluffer, pour nous donner un peu ce goût de soupe-là, on nous présente des échantillons. On nous a dit ici également que Beya était dans ces mêmes pour atteindre à la sûreté de l'État. Mais une année maintenant, on ne sait pas nous dire Beya était réellement là ou pas. Eh bien, il n'est pas jugé, condamné, on ne saura pas quand même connaître la vérité. C'est une affaire qui concerne un flic de la République. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Hein. Non, non, les droits ne disent Le pas ça. temps de la Les justice, droits c'est pas ne le disent pas nôtre. ça. Ouais. Les matières pénales sont traitées avec célérité. Ça, c'est le droit. Surtout que l'on parle de la sûreté de l'État. Donc, si ces gens arrivaient à leur fin, C'est quand même, ce nous sont quand même des vivrons matières des, complexes, maître Jonathan. nous vivrons des moments d'instabilité, de tourment. Donc, aujourd'hui, la prise des Bifor, c'est en réalité la conséquence de ces mépris de notre sûreté orchestrée par ces régimes. Parce que notre sûreté, en réalité, devait plutôt être considérée comme une question de vie ou de mort. Ça veut dire quoi? Lorsque l'on nomme quelqu'un à une fonction de responsabilité, il faut nous dire son profil. Je vais vous dire que moi, j'ai su que le premier Adolphe Mouzit est passé par l'inspection générale des finances lorsqu'on le nommait Premier ministre. Est-ce que tu avais cette information-là? Qu'il fit inspecteur de finances. Oui, j'avais l'info. Et voilà. Mais moi, je l'ai su lorsqu'on l'a nommé Premier ministre. Pourquoi? Parce que la rédaction de la RTNC a fait un portrait de lui. Pour nous, il a commencé par être. Et à la fin, je me suis dit, ah, ce monsieur incarne l'espoir. Mérite. Voilà. Est-ce- Mais aujourd'hui, Quel est le profil de Bifor, son parcours? j'arrive, non? Et vous pensez que si et seulement si à sa nomination comme conseiller privé, déjà cette ordonnance-là, moi, je ne l'ai jamais entendue, je ne l'ai jamais vue. J'ai vu plutôt l'ordonnance qui nomme son remplaçant. Vous comprenez qu'il y a un problème? Et si et seulement si l'on nous avait parlé de son profil, vous êtes sûr que ce monsieur allait faire 3 mois là-bas? Connaissez-vous son profil quand même? Déjà, quand on commence par dire qu'il fit chargé des renseignements du RCD, un mouvement rebelle. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un me dit, et j'ai appelé mon candidat président, j'ai dit, vous se rappelez, mouvement MLC comme rebelle. Tout le monde va se méfier de les voter. Pourquoi? Parce qu'on sait de lui un passé sombre. C'est un peu comme Bifor. Ceux qui ont sur la TV, que monsieur Azak na RCD. Je suis sûr que Bakon a 3 mois. Non, mais avec la nouvelle machine mise en place par la gouvernance actuelle, c'est lui de ne pas nous mettre le profil. Voilà pourquoi on a des gens qui viennent apprendre dans des semaines. Quel est son parcours académique, lui, Bifor? Il a quel niveau d'études? Patrick, ça je cherche à savoir. Je sais au moins qu'il a été dans les RCD. Quel est le niveau d'études de Fortuna Bisselele? Et je sais également que les RCD... Cet homme-là, avant qu'il ne soit arrêté, on n'avait pas le droit de parler de lui comme ça. Non, Il était craint. Patrick. Même vous C'est ne l'homme pouviez pas fort parler de- de Bifor l'homme de fort cette de manière à régime. l'époque. L'homme qui a fini presque Kabound. L'homme qui a fini, mais c'est pas n'importe qui. Et l'homme qui a fini aussi Caméré, d'après certaines Non, informations. moi, je te parle des cas que je connais. Parce que Kabound... Avant son arrestation. Vous parlez de Bifor à la télé comme ça. L'homme fort. On va vous dire non, mais faites attention, l'homme là, il est très puissant. Et voilà, c'est un peu comme on parle aujourd'hui de Mbelou, l'homme fort, Mbelou. Et qui peut arrêter quelqu'un pendant 10 jours et puis après il vous envoie au Alors, paquet. mais dans Donc tous la les cas, réalité c'est laquelle? Melou ne va pas nous dire les réseaux, mais au moins, nous sommes convaincus que l'ANER serait en train d'enquêter pour démanteler les Vous savez, réseaux. la mission Les même réseaux, de l'ANER, c'est celle-là. Ouais, ouais. Nous Les mettre réseaux en qui sûreté. menacent la sûreté de l'État Maintenant, moi et j'attends. même la sécurité du président. C'est ce que j'ai dit. Donc, moi j'attends
que notamment dans le dossier BA, qu'on nous ajoute des gens qui étaient avec nous dans son réseau. Pas à moi, mais pour l'intérêt des juges, qui auront à tabler sur les partitions de tout un chacun. Bon, prenons maintenant l'aspect juridique. Je vais finir d'abord avec finissez-en. Ne me saucissonne pas les mots. Allez-y, allez-y. Voilà. Je disais toujours que la question du profil devait être considérée comme une priorité. Quand on nomme quelqu'un ministre, conseiller, il a été. Vous savez qu'on a nommé des agents français ici et alors de leur décision, on demande qu'on rapatrie les corps. Qui par exemple? Je te dis. Qui par exemple? Je ne citerai pas les noms ici. On a nommé un Français ici. Patrick, en privé, je te donnerai les noms. Les Congolais qui veulent savoir, je vous donnerai les noms. Il a été dans une des institutions du pays. Mais Makounda n'a Congoté. Mbokane Sengai. C'est comme ça qu'on a fonctionné avec ces régimes. Donc aujourd'hui, la question de cette prise, moi je le prends avec deux réflexions. La première, si et seulement s'il était en train de conspirer contre la nation, il a commencé quand? Et qui sont ses collaborateurs? Deux, si l'on était informé, pourquoi on enclenche après son émission? C'est pour dire qu'en réalité, on cherchait comment se débarrasser de lui. Mais maintenant que l'occasion est là, parce que s'il faut se débarrasser de quelqu'un, c'est M. Tshisekedi. Pourquoi lui, il a fait quoi? Parce que ce qu'il a dit à Davos ne veut pas contredire ce que Bifor a dit. Mais lui, c'est le président de la République. Bifor a dit également que le président a proposé. C'est ce que Bifor a dit, que le président a proposé. Où est le mal? Vous voulez dire que le problème n'est pas autour de ce que Bifor a dit à la télé, mais il y a beaucoup d'autres choses qui tournent autour de l'homme, qui ont fait qu'il soit écarté à la moindre petite faute. La réalité aujourd'hui, c'est que Bifor représente une grande menace pour le régime actuel. Il en connaît trop. Je vous ai dit ici, à la veille de ce pouvoir, on a mangé chez lui. On a discuté chez lui. Vous voulez dire que tous ceux qui connaissaient comment Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir sont aujourd'hui écartés? On vide la cour. Vital Tu as Kamerhe, compris la réalité. François Beya, Bifor Bisselele, Jean-Marc Kabound. Et je vous ajoute, Kabound aussi, non? je vous dis, Il reste Kabound. avant la fin de ce mois, deux iront à Makalek. Deux, avant la fin de ce mois. Deux autres. De ces régimes. Il Deux. s'agit de qui? Donnez-nous les noms. Je ne donnerai pas les noms maintenant. Deux. Ils sont à la présidence. On a même retiré les passeports. Il y a un qui est même député provincial. Je ne donnerai pas de noms. Et qui d'autre? Un gouverneur peut-être? Un autre DG. Un DG. Un autre DG. Ah bon? Vous comprenez que... Pour quel fait? Pour quel fait? Non, non. Et ils sont dans les détournements aussi. Ah, mais si c'est le détournement, c'est rien parce qu'il y a la grâce présidentielle Mais maintenant, la qui va les libérer. La réalité, c'est qu'on on doit vider la cour. Je vais vous donner notre cas. Vous savez... Finissez parce qu'il y a une question que vous attend, à laquelle vous Du n'avez point de pas vue encore juridique, répondu. voilà, je vais répondre. Kamerhe a plus de 20 députés, vous savez. Mais Kamerhe n'a pas un DG. Comment on explique ça? Deuxième poumon du cash, sans mandataire à ce jour. Kamerhe est sans mandataire. Sans mandataire, même pas un administrateur. Ça veut dire quoi cette histoire? Moi, je vous donne des... Nous avons des câbles comme vous, hein? Comme le dit Bouya. Vous avez volé avec vos câbles. Voilà. Ça veut dire que Vital Kamerhe est frustré maintenant? Non, non seulement ça. Non seulement on veut les vider de la cour, mais on veut l'énerver. On veut l'énerver en faisant quoi? Il a des gens qui comptent sur lui dans son parti. Il apporte. Il a des ministres, non? Mais pourquoi il n'a pas de mandataires? Si des personnes qui n'ont même pas de députés ont des mandataires, pourquoi pas lui? Donc la cour est en train d'être vidée. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va orchestrer la forfaiture de 2023, on aimerait entrer avec de nouvelles têtes qui seront ignorants de la source et qui seront moins bavards. C'est ça la réalité. Venons-en du point de vue juridique. Du point de vue juridique. Comme flic, toujours Karl Marx dit, un flic en réalité vous fait entendre ou voir ce que vous devez voir, pas ce que vous êtes censé chercher. Ah, c'est profond. Donc, expliquer à des termes clairs. Donc, en réalité, M. Bifor ne dira que ce que ces gens-là veulent écouter. Parce qu'il a travaillé dans les renseignements et pas n'importe quel du RCD. Du RCD, un mouvement rebelle que moi je considérais en son temps parrainé par le Rwanda. Donc aujourd'hui, devant le juge, il vous dira ce que vous devez entendre, mais pas la vérité. Pourquoi? Parce que c'est un dépositaire. Des secrets d'État. Voilà. C'est un peu comme nous disait Kalev Moutombe en son temps. Ouais. Je ne parlerai pas.
je ne suis redevable qu'au président. Parce que s'il parle, rassurez-vous, certains vont démissionner. Ah bon? Oui. S'il parlait. Certains vont démissionner. Parce qu'il connaît même leur genèse. Il connaît leur naissance. Et c'est là où ça dérange. Certains câbles disent également qu'il y a eu beaucoup de dires sur lui. Beaucoup de dires sur lui. Il a fait, il était, il a fait, il a dit. Quand vous dites qu'il y a eu beaucoup de dires, ça veut dire quoi? Des accusations. Vrai ou fausse? Contre sa personne. Vrai ou fausse? Elle pouvait être vraie ou même fausse. Mais lorsque beaucoup spéculent à ton nom, on jette là un discrédit. Et la conséquence de ce discrédit-là, c'est te rendre moins désirable. Parce que certaines sources disent même qu'avant même cette histoire-là, on ne le prenait pas au téléphone. 6 mois. On le voir. Voilà. 6 mois. Donc, quelqu'un nous a révélé qu'il a fait 6 mois sans avoir Félix Tshisekedi au téléphone. C'est comme ça qu'il aurait décidé de balancer cette émission. Donc, les discrédits avaient déjà pris place. Pour chercher les rapprochements avec son chef. Les discrédits avaient déjà pris place. Et la conséquence est simple. Donc, moi, je pense que les juges auront vraiment un sérieux problème parce qu'il ne va pas coopérer. On ne connaîtra pas la vérité dans cette affaire. Il ne va pas coopérer. On ne connaîtra pas la vérité dans cette affaire. Ça ne sera pas possible. Ce qu'on va entendre, c'est ce que lui voudra. Le secret d'État ne seront pas révélés. Ça veut dire que les conseillers privés du président de la République, les flics de ces pays, sont en quelque sorte au-dessus de la justice. Il ne fera pas ça. Vous savez, il y a une dose politique, une dose de secret d'État, une dose juridique. Donc, ça sera comme une formalité, une pièce de théâtre. J'oublie encore le nom de ces pays. Qu'est-ce qui va se passer? Sera-t-il maintenu pendant une longue durée en prison ou sera-t-il tombé malade pour être évacué à l'extérieur du pays? Les cas de François Béat. Vous savez que la prison aujourd'hui pour le régime est considérée comme un lieu de séjour. Non, d'abord pour son cas. Pour son cas. Donc moi, je vous comprends. Je voudrais comprendre et puis mettre Jonathan Ngouélé. Vous êtes juriste mais en même temps politique. Quelles pourraient être les hypothèses les plus plausibles dans les cas de Bifor Bisselele? Déjà, vous avez dit que la justice n'entendra que ce que lui voudra dire. Autrement dit, il n'y aura pas de vérité dans cette affaire. Maintenant, la suite de la justice, c'est quoi? Il sera maintenu pour une longue durée en prison ou il pourrait tomber malade pour être évacué à l'extérieur du pays. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne suis pas prophète. Nous analysons. Je ne suis pas Personne n'est prophète ici. Mais je ne pense pas qu'il fera plus de 3 ans là-bas. 3 ans. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que ça a été prouvé que nos politiques ou nos hommes d'État, en prison, ils ont difficile à tenir. Ils ont difficile à tenir, et vu les staticos, et ces milieux-là, ils ont vraiment difficile à tenir. Donc, la meilleure des choses pour lui, c'est au premier vue, de faire l'obéissant, en fait. Vous faire entendre ce qu'il veut que vous puissiez entendre. Et puis après, lorsqu'il se sentira en danger ou menacé, il montera les enchères. Et c'est là où il obtiendra sa liberté. Et ça ne prendra pas 6 mois. Ça ne prendra pas 6 mois. Donc, maintenant, Bifor en prison ou à l'extérieur du pays, ne sera-t-il pas une menace pour le chef de l'État et notre pays? Parce qu'il est présenté à l'opinion aujourd'hui comme l'homme qui a trahi le président de la République et la patrie. L'homme qui a trahi parce qu'on l'a permis de trahir. Ça, il faut toujours ajouter. On l'a permis de trahir. Connaissant qu'il fut un des membres du RCD. On ne pouvait pas les responsabiliser à ce niveau-là. On ne pouvait pas. Chose faite. Donc, on a concédé. On a voulu être trahi. Mais aujourd'hui, si l'on prend l'alternative de vouloir se débarrasser de lui, ça veut dire qu'on a pris les garde-fous pour sécuriser tout ce qu'il incarnera comme menace. Parce que si on ne le fait pas, on exposera davantage la nation. Le nom de ces chefs d'État là m'échappe, mais il y a un des collaborateurs d'un chef d'État africain, après le décès de son mentor, on l'a arrêté. L'obligeant à parler, il a refusé, il a pris des cyanures. Il est parti. Il est parti avec tous les secrets d'État. Avec tous les secrets. C'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. Donc c'est pour dire que l'entendre parler ou dénoncer, dire des choses, il ne fera pas. Il ne fera pas. Mais si le procès tend à sa défaveur, il menacera. Il fera du chantage à l'État. Il fera du chantage. Et vous allez comprendre avec moi que les feuilletons de tout ce que nous avons connu comme procès des hommes politiques dans ces pays nous a conduit à des acquittements purs et simples, faute de preuves. Je n'aimerais pas entrer là-bas. Mais l'argent est parti, on vous dit faute de preuves. C'est déjà là un souci. Donc aujourd'hui, la justice qui me déçoit moi,
je ne le vois pas être à la hauteur de cette lourde responsabilité. La politique est au-dessus de la justice, hein. Ça vous le savez. D'après le régime actuel. D'après la Constitution. Pour les cas de Bifor. Par exemple, Maître Jonathan, parce que le cas Bifor est complexe. C'est le deuxième flic qui tombe sous le régime Félix Tshisekedi. Il y a eu François Béat qui est parti. Maintenant, Bifor Bisselele part aussi. Parmi eux, au-delà de ces deux flics, il y a Vital Kamerhe, ancien directeur du cabinet du chef de l'État, mis à l'écart. Kabound aussi, mis à l'écart. Est-ce que le fait pour Félix est de perdre ces hommes forts ne constitue pas une menace pour son pouvoir? Déjà, le régime est beaucoup plus à l'aise maintenant. Parce qu'il n'y aura pas quelqu'un qui viendra te dire que je connais d'où tu viens. C'est ça la réalité. Voilà pourquoi les régimes se battent pour balayer la cour. Parce que toutes ces personnes-là représentaient de voix et de force qui pouvaient à tout moment hausser la voix, parler et t'obliger à exécuter. Mais maintenant que tous, certains sont salis dans les détournements, d'autres sont arrêtés parce qu'ils veulent à ta vie. Déjà, du point de vue opinion, ils sont salis. Ça veut dire que leurs ambitions sont réduites. Voilà même pourquoi aujourd'hui, l'IDPS, c'est bon d'être pas respectueux des textes en refusant de respecter leurs accords. Des caches. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'autre, de l'autre côté, est sali. Mais en dépit de cela, il y a toujours ce qu'on appelle les benjamins de toutes les familles. Les benjamins. Voilà. Les benjamins, ce sont déjà des personnes qui ont tout vu, mais qui ne pouvaient pas parler au moment opportun. Vu son âge. Vu son âge. Mais qu'est-ce qu'ils feront? À l'arrivée d'un nouveau, il va chuchoter à l'oreille. Vous savez, chez nous ici, papa rentre seulement tard la nuit. Et c'est ces benjamins-là qui créera de nouvelles hommes forts. C'est qui le benjamin? Moi, je n'aimerais pas donner son nom ici. Vous allez le savoir bientôt. Très bien. Et dans tout ça, c'est quoi la responsabilité de Félix? C'est la République qui perd. 5 ans de gâchis. 5 ans où on a hypothéqué notre sécurité. 5 ans où on a hypothéqué nos minerais. Nous sommes nous perdants. Sommes-nous perdants? Parce que cette personne-là est venue à la présidence par ta signature. Il a œuvré pendant 4 ans sous tes ordres. Et aujourd'hui, c'est lui qui veulent, ou c'est eux qui veulent attenter à notre sécurité intérieure. C'est eux qui livrent nos informations, c'est eux qui coopèrent avec les forces obscures. Et la conséquence, ce sont nos morts. Nous perdons des Congolais, des milliers, des journées. Parce qu'eux sont là en train de coopérer avec ces forces obscures. Très bien. C'est ça la responsabilité de Félix. Oui, c'est lui qui a nommé. Très bien. Maintenant, Jonathan, on va changer de sujet. Mais au moins, bon, la cour est pratiquement assez balayée aujourd'hui. Beaucoup de gens voulaient que Félix puisse revoir son entourage. Aujourd'hui, chose est faite. Je crois qu'il peut quand même se sauver dans l'opinion avec ces nouvelles têtes qui arrivent à la présidence. Ceux qui étaient accusés de collaborer avec le Rwanda sont écartés pour la plupart. Vous ne pensez pas que maintenant Félix est requinqué, il a une nouvelle image d'un homme qui a le souci d'écarter les infiltrés et de placer la RDC sous de nouvelles bases pour en principe confondre l'ennemi qu'on présente comme le Rwanda et son président Paul Kagame? Avez-vous lu cette ordonnance-là? La dernière, le 3. Si, j'ai lu. J'ai lu l'ordonnance. Je pense que vous avez fait le même constat que moi. Laquelle? Lequel plutôt? Cette ordonnance, en réalité, vient consacrer la propagation du tribalisme. Toujours. Ça, je vous le dis. Et non seulement le tribalisme, la multiplicité de fonctions. Mais il a un peu réduit le cabinet. Voilà. En son temps, on avait un seul assistant. Maintenant, il y en a 3. En son temps, on n'avait pas de chargé de mission par zone. Maintenant, il y en a 4. Vous comprenez qu'il y a un souci. L'on pense diminuer ailleurs, l'on augmente. Les 6 chargés de mission que moi je connaissais du régime actuel ou de la présidence de la République, c'était M. Taylor Lubanga qui est nommé PCA à Transco. Mais aujourd'hui, il y en a 4. M. Banza, Mme Momandeke et les 2 autres. Vous comprenez qu'il y a un souci. Est-ce que là, on réduit ou on augmente? Et lorsque l'on prend des questions ou encore des domaines sensibles comme la sécurité,
on confie à des novices. Vous savez que la sécurité de la présidence de la C'est République, aussi une affaire de confiance, Maître Jonathan Ngoulé. voilà. La sécurisation de la première institution du pays passe par 4 étapes. Nous avons le conseil spécial, nous avons la GR, nous avons la maison militaire et nous avons le rapproché. Non, la sécurité intérieure, les 4. Ça, c'est pour la protection du chef de l'État. Du chef. Le conseil spécial est civil. La GR, commandée, je crois, par l'État général actuellement. Mais la sécurité intérieure Du président. par un civil, Jacques. Son frère, Jacques Tshisekedi. Un civil. Il a la confiance parce qu'ayant été trahi par ses anciens collaborateurs, il a placé sa confiance à son frère. Où est le mal? Je vais vous révéler une chose. Où est le mal? Vous savez que dans les carrés restreints du chef, deux personnes sont obligées de tenir le pistolet d'eux. Qui? L'officier d'ordonnance et les responsables de la sécurité intérieure. Donc, M. Jacques aura un pistolet. Il doit tenir un pistolet et puis les rapprocher. L'officier d'ordonnance, comme on dit. Le colonel qui est souvent derrière lui. Maintenant, dites-moi, un civil qui ne connaît même pas comment on charge ces pistolets-là. Comment savez-vous que lui ne connaît pas comment on charge? Je sais qu'il est civil, il n'a pas fait de formation militaire, ça je sais. Prouvez-moi qu'il connaît. Vous allez vous rappeler, je crois que vous n'avez pas oublié, c'est lorsque le vieux Lumbi démissionnait du conseil spécial. Cette fonction-là, c'est vient être rayée, vous savez. L'ancien président, M. Kabila, a plutôt nommé un responsable militaire. Au CNS. Non, non, dans sa sécurité. Et c'était qui? M. Olenga. En partant, il laisse... Chef des maisons civiles. Non, non. Général Olenga était nommé chef des maisons civiles. Non. Maison militaire. Voilà, heureusement. Maison civile, c'était le pasteur. Oui, c'était le pasteur. Voilà, maison militaire. Il n'y avait plus de conseiller spécial. Il n'y en avait plus. Et quand lui part, on nomme un conseiller militaire, Didier Etumba, qui était général et chef d'état-major en son temps. Pourquoi? Parce que les chargés de la sécurité intérieure donnera des ordres à la garde républicaine. Mais un civil qui donne des ordres à un état général, vous comprenez, il y a un souci. C'est les frères du président. Non, même si c'est les frères. Mais il aura commandé qui? On doit porter des réflexions simples, Patrick. Ah, vous voyez tout. Et vous allez me dire... Tout va mal au tout de Félix. Vous allez me dire que Jacques est le seul. Jacques Tshisekedi. Voilà, Jacques Tshisekedi est le seul à mériter ces postes-là. C'est une affaire de confiance. Il a été trahi par ses collaborateurs. Et ces deux qu'on a arrêtés là, ils ont fait la prison. Ils sont condamnés. Les responsables de la sécurité intérieure. Ils ont été arrêtés, vous savez. Ça, je le sais. Est-ce qu'ils ont été condamnés? Ils ont même été... Le dossier est en cours. Patrick, il y a beaucoup à dire dans ces régimes. Moi, je pense que balayer la cour, c'est une très belle option. Mais elle n'a pas été bien balayée. Il faut les faire avec des gens méritants. Et non seulement des gens méritants, il ne faut pas nous donner un semblant de... Donc la cour a été balayée avec un mauvais balai. Avec un mauvais balai. Vieille d'ailleurs. En fait, la réalité aussi, c'est que on change des personnes, mais on multiplie des fonctions ailleurs. Merci beaucoup, on passe d'un chargé de mission à 3. On prend le dernier virage de cette émission, mesdames, messieurs. Nous allons parler de la prorogation de l'opération des enrôlements et identification des électeurs dans la première ère opérationnelle. Maître Jonathan Ngoulé, sur les 18 millions, d'abord l'opération a été lancée, je crois, le 24 décembre 2022. Et elle allait normalement prendre fin aujourd'hui. À la veille, la Commission électorale nationale indépendante, après les déclarations des églises concernant la demande de rallonge, finalement, la CENI, hier, a décidé de proroger de 25 jours les opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la première ère opérationnelle. Sur les 18 millions d'enrôlés attendus, la CENI n'a enrôlé que 7 millions, soit 37%, en dessous des 50%, ce qui constitue un échec. Maître Jonathan Ngoulé, le décor est là. Je ne reviens pas ici sur la qualité des cartes, la qualité des agents, les niveaux des agents qui font ces opérations, mais il y a un fait. On a ajouté quelques jours. Vous pensez que c'était normal, raisonnable pour la CENI d'ajouter quelques jours parce que le nombre d'enrôlés attendus n'a pas été atteint? Vous savez, Patrick, je condamne ici
et je dénonce la complaisance de l'ECC et de la Senko dans ce processus. J'ai moi combattu la gouvernance Kabila. J'ai moi combattu le système Kabila. De vous à nous. Le cardinal Mbongo en face. Monseigneur Bokundo en face. Si cette qualité de carte que nous voyons ici était faite par M. Kabila ou par les régimes de M. Kabila, ces silences ici, nous allons les voir. Si de la bêtise qui commet de manière continuelle Nanga Junior était faite plutôt en son temps par les régimes Kabila, est-ce que ces silences ici de la Senko et de l'SCC, nous allons l'obtenir? Je vais vous donner deux cas. On vous dit que pour 10 provinces qui forment la première ère opérationnelle ou zone opérationnelle, nous devons enrôler 18 millions d'électeurs. Kinshasa, en lui seul, Patrick, attend à faire enrôler 7 millions de personnes. Vous allez me dire que pour 9 provinces, on va enrôler 11 millions. C'est en sérieux. Et pour Kinshasa, en un mois de enrôlement, ils nous disent qu'ils ont enrôlé 450 000 personnes au lieu de 7 millions. 400 combien? 450 000 personnes. Est-ce que toi, sérieux? Même pas 1 million, maître. Même pas 1 million. Je ne vais pas loin, je vais à Selemba ou à la prison centrale de Makala, où on attend enrôler 7 000 personnes à la prison comme prisonniers. Mais pour ces un mois, du 24 janvier à aujourd'hui, 23, et du 24 décembre à aujourd'hui, 23 janvier, on a enrôlé que 34 000 personnels pénitentiaires. Sur un total de 7 000. 34 personnes 34. Ont été enrôlées. 34 personnes. 34 personnes. Sur 7 000. Sur 7 000. On doit avoir 7 034. Donc 7 000 prisonniers, détenus et prévenus, et 34 personnels. On a enrôlé que c'est 34 personnels. Est-ce qu'on est sérieux, Patrick? Est-ce qu'on est sérieux? On va plus loin, on vous dit, nous devons enrôler pendant un mois, oui, nous sommes d'accord. Et dans ces bureaux de vote, l'on retrouve une machine à chacun. Alors que nous sommes passés de 8 à 10 machines par centre de vote. Donc on pouvait avoir 10 bureaux. Et dans chacun de ces bureaux, il y avait 2 ou 3 machines. Et les bureaux d'inscription en son temps pouvaient recevoir 300 à 400 enrôlés par jour. Et aujourd'hui, nous sommes à 60. Voilà pourquoi je dis que la Senko et l'ECC sont complaisants. Parce que je devais voir Monseigneur Chole être aussi rigoureux qu'il a été lorsque nous combattions tous les régimes de M. Kabila. Aujourd'hui, il y a une complaisance, je le dis bien. On vous dit qu'on ajoute 25 jours. Patrick, si dans 30 jours, l'on a enrôlé que 38% sur 100%, 37. Bon, il y a quelque chose qui met là. 7 millions. Voilà. 7 millions sur 18 millions. Voilà. Et vous pensez que dans 25 jours, on déduit là, les lundis, parce que le lundi, c'est le jour de l'évaluation. On ne travaille pas lundi. Il y en aura 3. Donc, il restera 22 jours. Donc, dans 22 jours, Nanga Junior veut nous faire comprendre qu'il sera même d'enrôler 60% de l'électeurs qui restent. 63. 63. Est-ce qu'il est sérieux? Mais tout est possible. Hein? Il peut multiplier les machines à enrôler. Il peut accélérer les choses. Patrick, on ne peut pas être prophète des malheurs. Déjà, on ne devait pas avoir ces problèmes des machines. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que la même société que Nanga père a utilisé, Nanga fils utilise, Miru, de la Corée. Mais ce ne sont pas les mêmes machines, hein. On a changé. Hein. Voilà, j'arrive. Cette même société qui était même en 2017 de nous produire des photos en couleur, aujourd'hui nous produisent des photos en noir et blanc. Qu'est-ce qui a diminué? Est-ce les montants, le coût de la machine ou la qualité? C'est encore là le souci. Donc moi je pense que les prolongations, lorsque nous disions en son temps que ces calendriers étaient irréalistes, les gens ne croyaient pas. Maintenant tous nous rejoignent. Il va ajouter 25 et puis il va continuer à ajouter. Et ça s'appelle de l'amateurisme propre aux gens du régime Tibola Moulumbaï, comme le dit Pat. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce qu'il y aura des conséquences sur les délais?
Les conséquences sont évidentes et inévitables. La première de tous, c'est que déjà, l'audit du fichier va connaître un mouvement. L'OIF doit venir auditer les fichiers. Bien évidemment, ça commencera par notre audit à nous et puis l'OIF. Ils ne pourront plus le faire autant voulu. Là, c'est de 1. Et pour les provinces restantes, qui sont 16, il a lancé la deuxième ère opérationnelle. là, c'est plus de la diaspora aussi. Hein. Oui, oui. Voilà. Les 16, là, ils vont le faire aussi en un mois. Vous comprenez qu'il y a un souci. C'est pourquoi nous avons toujours dit, cet amateur de Nanga Junior n'est pas à sa place. Vous avez dit la même chose contre Nanga à l'époque. Aujourd'hui, Nanga paraît beaucoup mieux que Kadima. Non, nous voyons les évidences, non? Nanga nous a proclamé un non-élu. Élu. Nanga a nommé ses électeurs, et ses députés, ses sénateurs. Mais aujourd'hui, nous posons la question de la qualité du travail. Les mauvais ont produit un travail acceptable. Vous savez ceux qui se sont enrôlés, vérifiez un peu. Vous ne vous êtes pas encore enrôlé? Je pense le faire lorsque les bons enrôlements vont commencer. Ah. Si vous regardez la carte d'électeur en question, on a enrôlé que les versos, les rétros plutôt. Et on n'a pas enrôlé le tout. Ils ont pris la partie de la photo et les tourné. Les versos n'est pas plastifié. Donc si la pluie vous trouve sur le verso, la carte est partie. La carte disparaît. Ah, il y a beaucoup de alors que Nanga perd, vous produit les cartes en plastification et les rétros et les versos. Nanga maintenant paraît bon plus bon que Kadima. Dans la qualité de la carte, oui. Dans la qualité de la carte. Et là, c'est tout un problème. On vous donne une carte avec des QR codes inexistants. La carte est la plus sécurisée que le Congo n'a jamais connue. Inexistant. Oh. C'est parce qu'on a Seule la CENI peut déchiffrer. C'est parce qu'on n'a pas cette bouteille d'eau ici. Bon, je sais que le directeur commercial va peut-être me taxer. Bon, je ne donnerai pas le nom. Il y a une bouteille d'eau qu'on vend à Kinshasa qui a une QR code. Patrick, prends ce QR code-là. Scanne ça avec ton téléphone. Ça te donnera la date de la production, l'usine et la date de la péremption. Mais pour le cas de la CENI, on a dit seule la CENI peut décoder ce QR code. Ça s'est fait où? Parce que si je prends cette carte dans une chancellerie, sachant que nous sommes experts en duplication, nous sommes experts en polycopiage, on va vouloir scanner pour voir l'authenticité. Mais quand on entre là-bas, on vous dit pas d'information. C'est un peu comme on fait à l'examen d'État, non pas d'information. Pas d'infos. Est-ce que ce monsieur est vraiment sérieux? Très bien. Bon, là, on a compris qu'il y a beaucoup de ratés. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Voilà. Le glissement est-il devenu inévitable? Si oui, qu'est-ce qui va se passer? Nous ne concédons pas les glissements déjà. Là, par rapport à la réalité. J'arrive. Nous ne concédons pas les glissements. Et à l'évolution. Mais la réalité et l'évolution nous prouvent que l'amateur va demander des excuses pour mieux faire. S'il ne le fait pas, il s'entêtera dans un chaos. Pourquoi? Parce quelle pourrait être la démarche qui sera la meilleure? Celle de quelques jours au-delà du délai pour améliorer ou aller aux élections dans ces conditions? Patrick, nous avons enrôlé 40 millions de personnes en 3 mois. Et là, nous devons enrôler 50 millions de personnes en 1 mois et 25 jours. Est-ce qu'on est sérieux? Donc, la meilleure des possibilités pour lui, c'est soit de maintenir les 3 mois ou aller au-delà parce qu'il y a un flux. Il y a de nouveaux majeurs. S'il ne le fait pas, ça veut dire en amont, il joue les jeux de l'ennemi. Et l'ennemi voudra à ce qu'il y ait moins de participation au vote. Sachant que nous allons aller aux élections à un seul tour. Donc, aussi longtemps qu'on aura moins d'enrôlés, le conseil électoral va être réduit. Et comme leur potentiel candidat sait qu'il n'a même pas les cartes de Congolais qui les soutient, et si on a beaucoup de candidats à la course, il suffit d'avoir un 13% et les autres ont de 8, de 7, de 6, il s'est proclamé élu. Par rapport au glissement, qu'est-ce qui va se passer? Il est inévitable pour l'instant. En tout cas, le mieux à faire... C'est-à-dire le dialogue, le chef de l'État restera en fonction, comme ce fut le cas en 2016. Puis, les acteurs politiques vont venir autour de lui, discuter du processus électoral, se partager des postes, et puis glisser ensemble avec M. Tshisekedi. Et s'il y a de ceux-là qui pensent au dialogue, c'est propre à eux. Vous pensez quoi? Moi, je ne crois pas au dialogue.
Nous l'avons dit dans la Mouka. Ça sera une contrainte. Non, nous l'avons dit à la Mouka. Ça sera une contrainte. Le glissement est une contrainte. Nous avons dit à la Mouka, nous pouvons avoir des journées d'échange pour des réformes. Pas de dialogue. Nous venons avec nos propositions, vous amenez le vôtre, on débat et on lève les options. Mais entre-temps, le délai est passé. Nous l'avons dit, Patrick. Ces échanges-là ne nous coûteront pas, permets-moi de allez-y, allez-y. Ne nous coûteront pas 2 mois. En moins de 30 jours, nous finirons. Et si nous finissons, au mois de mars, il y a une session. L'Assemblée nationale entérine nos recommandations. Les machines sont déjà commandées. L'expertise est là. Nous allons vers le processus beaucoup plus aisé, beaucoup plus rassurant que ce que nous vivons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les dialogues ne devaient pas être les reflets d'un quelconque partage de pouvoir. Mais ça dit qu'il peut y avoir consensus et laisser Félix gouverner seul. Non, moi je le redis encore. Monsieur Tshisekedi a tout à gagner qu'on organise des élections et qu'il entre plutôt dans le lot des sénateurs. Dans votre schéma de raisonnement, si on adhère à cette logique et que l'Assemblée nationale a entériné les résolutions du consensus, il y a probabilité qu'on organise les élections à bonne date. Je vais vous donner les conséquences en fait. Ouais. La première, c'est que dans nos recommandations, nous tablons sur la Cour constitutionnelle. Parce que moi, je n'ai jamais vu une Cour constitutionnelle où on installe les présidents 2 fois en une année 2 mois. Article 158 dit que le président de la Cour constitutionnelle est élu pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois. Il a été tiré au sort. Voilà. Et dans toute illégalité, s'il faut le dire. Là, c'est de 1, de 2. La loi sur la magistrature dit clairement, là-bas, on monte en grade, on ne recule pas en grade. D'expliquer qu'aujourd'hui, Moli Mafunga, qui était à la Cour constitutionnelle, se retrouve au Conseil d'État. La première manche de nos revendications. La deuxième, la CENI. On vous dit que la CENI est composée de parties prenantes, certains de l'opposition et de la majorité, qui ont signé le PV qui envoie comme membre de l'opposition politique Manara Editou. Personne. Et même le président de cette commission-là n'a pas été en mesure de le dire devant journalistes, devant caméra. Nous vous disons que Nanga Junior n'est pas crédible. La preuve, c'est qu'il n'est même pas en mesure de nous donner des bonnes opérations d'enrôlement. Permettez-lui de partir. Parce que Papa Moleka nous a dit, que je salue et je souhaite mes voeux, qu'il a connu Nanga comme membre de l'UDPS Afrique du Sud. Kadima. Moi, je l'appellerai Nanga Junior. Il fait tout comme son père, mais mal. Mal alors. Alors, si on accède à toutes ces revendications, allez-y, allez-y. Je disais que donc, si et seulement si on table sur ces recommandations-là, lui, il vous dira qu'il est là pour 5 ans, qu'il reste dans son 5 ans. Et nous n'avons pas besoin de poste. Mettez-nous une CENI dépolitisée avec le membre de chaque composante venir en bonne et due forme. Et c'est fini, on part aux élections. Est-ce que ça sera dans le délai, au cas où on accède à ces revendications et qu'il y a consensus, est-ce que le délai sera respecté? C'est ça ma question. Est-ce que vous savez qu'on vote un seul jour? Non, mais il y a des opérations qui précèdent les votes. Voilà. Ouais. Il y a 2 opérations phares, l'enrôlement et puis la loi sur la répartition des sièges et l'appel à la candidature. Déjà avec la nouvelle loi électorale, les partis politiques présenteront les listes 6 mois avant les élections. Les regroupements, c'est 3 mois. Vous comprenez qu'on a tout à gagner. Les partis peuvent bien envoyer leurs candidats sans même que la loi arrive. La loi sur la répartition des sièges, qui va arriver au mois de mars peut-être. Ou peut-être au mois de juin, au mois de juillet, au mois de septembre même. Donc les candidatures peuvent entrer bien avant. Donc aujourd'hui, nous pouvons aller aux élections dans les délais. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Si cela n'est pas fait. Nous allons tirer les conséquences de l'article 64. Lesquels? Tous ceux qui sont arrivés au pouvoir contre les grés ou l'assentiment de la population qu'on doit partir. Et nous allons nous assumer. Vous vous rappelez de la jurisprudence de 2016? Oui, ceux qui pensaient... reste en fonction. Ceux qui pensaient cette jurisprudence aujourd'hui sont où? Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Si dans le temps ils l'ont fait, ils ne le feront plus avec la population congolaise aujourd'hui. Très bien, ça c'est la position aussi de la Mouka. C'est d'abord ma position. Il n'y a pas un communiqué officiel de la Mouka. C'est pourquoi je dis que c'est d'abord ma position et celle de ma famille politique qui est le PAC. Très bien, on est à la fin, M. Jonathan Gouillet.
On a fini. Déjà. La situation de Kindu, de Codeco. Oui, mais c'est ça, là, on est à la fin, c'est juste... On ouvre la dernière... que toi, tu aimes bien les Congolais. Oui, mais souvent, toujours, j'aime toujours mes compatriotes. Ces rebelles-là sont en train de fouetter les femmes dans les parties intimes. Où est passé l'État? Où est passé tous ces leaders politiques? Où sont passés d'ailleurs tous ces leaders politiques qui ne dénoncent pas? La plupart d'entre eux, j'ai seulement vu l'étude de Matata Pogno. Beaucoup d'autres sont calmes. L'État aussi est très froid, très silencieux dans cette affaire. Nos compatriotes de Kindu, du Maniema et celles de l'Ituri sont-ils abandonnés à leur triste sort? Patrick, ces femmes, ces jeunes filles qui sont fouettées tout simplement parce qu'elles portent des courtes jupes et des culottes. J'appelle ici à l'arrestation par l'auditorat général de FARDC de M. le gouverneur militaire de la province de l'Ituri. L'arrestation du gouverneur de l'Ituri? M. Luboya. Luboya Kachama? Oui. J'appelle ici également à l'arrestation... Pourquoi voulez-vous qu'on puisse les arrêter? J'arrive. J'appelle aussi à l'arrestation de M. le gouverneur de la province du Maniema. Pourquoi je l'ai dit, Patrick? Vous savez qu'aujourd'hui, lorsque l'on déclarait l'état de siège, la province de l'Ituri était totalement contrôlée par l'État congolais, par le gouvernement civil. Aujourd'hui, presque tous les territoires de la province de l'Ituri sont sous occupation de milices. Et pourtant, il y a un gouverneur militaire là-bas. On rentrera au Nord Kivu, ou Ndima ou Ndimba. Il vous dira que j'ai récupéré 2-3 zones. Mais posez la question à M. Luboya, quels sont les territoires qu'il a déjà récupérés depuis qu'il est là? Zéro. État de siège sans opération militaire, c'est en Ituri. Je l'ai même dit récemment sur mon tweet, lorsque j'ai relayé la déclaration d'un des notables de là. Mahagi, Bounia, Isiro, tous ces coins-là qui font la loi actuellement. Et pourtant, il y a un gouverneur militaire. Qui fait quoi? Je ne sais pas. Aujourd'hui, nous voyons des vidéos où on est en train de pratiquer les actes de torture. Des actes de torture. Dans une province sous état de siège. Où l'administration est militarisée. Même les chefs de riz sont des militaires. Même les bourgmestres sont des militaires, de maires de ville sont des militaires. Et vous allez me dire que ces militaires n'ont pas reçu ces informations? La réponse est simple. Ils ne font pas correctement leur travail. Et s'il faille remonter la pente, est-ce qu'il était opportun pour nous de mettre à la commande les militaires pour avoir ces résultats-là ou laisser nos civils? Là, vous voulez voir Félix? Je pose la question. Tout ça pour ça. S'il faut réellement parler. Tout ça pour ça. On écarte l'Assemblée provinciale. On écarte le gouvernement provincial. On écarte le gouverneur civil pour mettre les militaires et pour voir l'insécurité monter telle qu'elle est en train de monter là. Non. Aujourd'hui, ces femmes, ces filles-là, ne méritent-elles pas un peu de sécurité? Si l'État n'est même pas en mesure de les sécuriser, auprès de qui trouveront-elles refuge pour plaire et sécurité? Si vous faites ça la question, Patrick. Monsieur Luboya, mets-toi à la place de ces femmes-là. Que ce serait ta fille, ta soeur ou même ton épouse qu'on bastonne comme ça. Tu seras à l'aise d'être appelé gouverneur militaire dans une province où on torsionne les gens comme ça? Et les gouverneurs du Maniema, celui tantôt on invalide, on destitue, on remet. Vous allez vous dire être gouverneur alors que sous votre administration, des pratiques telles qu'elles s'exercent. Voilà pourquoi je sais que l'auditeur général de fois aussi, il y a un sérieux problème là-bas parce que j'ai appelé à l'arrestation de monsieur, comment on l'appelle, celui de Kanyamaka CC ici. Général Kassongo Kabouik. Parce que nous avons également vu les vidéos de torture venant de là. Et il a reconnu pour dire que c'est la pratique. Quelle pratique vous donne le droit parce que quelqu'un a volé? La discipline. Voilà. Non, Patrick. Quelqu'un a volé chez autrui en plus. Il a volé chez les gouverneurs. Les gouverneurs ne s'est pas plaint. Il n'a pas porté plainte et vous demandez à vos hommes de bastonner.
Monsieur l'auditeur général, mettez-vous à la place de ces gens-là. Nous avons, nous, ratifié ces accords de lutte contre la torture. Nous sommes signataires. Et toutes ces images-là ne nous vont pas en bien, monsieur l'auditeur général. Mettez hors d'état de nuire tous ces tortionnaires-là. Mettez hors d'état de nuire tous ces tortionnaires-là. Parce que la République a besoin d'une sécurité maximale. État de siège égal 0 en Ituri, 0. Les gens sont meurtris là-bas. Les gens sont violentés là-bas. Nos minerais sont pillés là-bas. Et le gouvernement militaire fait quoi? Les commandants des opérations là-bas, ils font quoi? Tous ces maires là de villes et des AT de territoire nommés militaires, ils font quoi? Ils font quoi? Donc moi je pense qu'aujourd'hui, chuté. L'État a disparu dans les deux provinces. L'État a disparu. Disparu, c'est pas Comment fort. quelqu'un, je vous dis, disparu, c'est quelqu'un peut frapper, il torsionne et puis il part. Patrick, est-ce que l'État est là? Sous les civils, on pouvait voir ça. Sous les civils, on pouvait voir ça. On ne pouvait pas voir ça. Mais sous les militaires, on voit ça. On dira quoi? L'État n'est pas là. L'État est inexistant. Merci beaucoup, M. Jonathan Ngwele. Dernier mot. Un mot d'espoir. Demandez au moins aux gens d'aller se faire enrôler. Parce qu'il en va de notre intérêt de s'enrôler. Hein? Merci d'abord de m'avoir reçu. Ce n'est pas le processus de cas d'immassellement. C'est aussi notre processus. Bien qu'il soit mal organisé, mais ce processus nous appartient. Merci beaucoup de m'avoir reçu sur ton plateau. Très bien. Nous sommes de ceux qui pensons que la libération d'une population viendra par sa volonté d'agir. Et tout passe par l'obtention de ces cartes-là, qui constituent la clé de voûte pour nous, pour ouvrir notre survie en paix. Parce qu'actuellement, avec ces gens, nous ne vivons pas en paix. Ceux qui pensent que ce processus leur est plausible, allez-y vous faire enrôler. Mais nous pensons qu'elle est biaisée. Il faut d'abord obtenir les cartes. Nous sommes en train d'analyser. Non, j'arrive. Obtenons d'abord nos cartes. J'arrive, j'arrive. Nous allons obtenir ces cartes-là et les plastifier nous-mêmes. Au verso. Vous obtenez quand même votre carte. Hein? Là, vous militez pour me convaincre. Bon, je vais y penser. Je vais y penser. Mais je pense que... Parce que la Mouka aussi n'a pas refusé. Martin Fayoulou est allé quand même chercher sa carte. Je vous ai dit que la Mouka, c'est la plateforme politique la plus organisée. C'est pas seulement Martin Fayoulou. J'ai vu le CG Mongumba s'enrôler, le CG Kitoko. Pourquoi vous hésitez? Pengue, j'ai vu Maître Nico. Pourquoi maintenant vous hésitez? Vous savez, moi, je suis de ceux qui font la politique par conviction, Patrick. On se connaît depuis un moment. Oui, depuis. Et je ne m'engage pas dans la vague de l'arnaille. Non. Quand les gens décident... Non, moi, c'est pas ça. Je prends mon temps de mûrir parce que quand je m'engage, c'est pour toute une vie, en fait. Prenez d'abord la carte de Nanga Junior. Je vais réfléchir. Puis après, nous allons réfléchir sur cette opportunité. Comment améliorer le processus. Je vais réfléchir sur cette opportunité-là. Mais je profite également pour décourager tous ces journalistes qui prennent le luxe de soutenir M. Bossembe. Je profite de le dire ici parce que j'ai reçu les éléments sur ces journalistes-là. Ce sont des gens qui peuvent faire pire que M. Bossembe. Et si et seulement si, bon, il y a ceux avec qui j'ai parlé, ils ont compris, ils ont laissé. Mais ceux qui continuent, vous n'avez que cette semaine. La semaine prochaine, je viendrai avec vos noms et vos forfaits. Très bien. Merci beaucoup, M. Jonathan Ngwele, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également. Je rappelle que j'ai reçu pour vous, ou j'ai recevé pour vous, M. Jonathan Ngwele. Il est le président, initiateur du parti politique PAC pour l'amour du Congo. Il est cadre au niveau de la coalition La Mouka. C'est avec lui que nous avions analysé tous ces sujets d'actualité. L'émission a été réalisée par Derrick Lunkeba. Derrière les caméras, il y avait aussi, quant à moi, je rentre au labo pour préparer un autre contenu qui va certainement vous faire du bien. Au revoir.